Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, enfin, j'ai reçu un livre dont je suis très fier, non pas parce que je l'ai écrit, je ne l'ai pas écrit, bien sûr. C'est le livre de Dimitri Orlov, Les 5 stades de l'effondrement. Je suis très fier parce que j'ai mis en contact Dimitri Orlov, qui m'a fait l'immense privilège d'écrire la préface de mon tout dernier livre NRBC, avec mon éditeur en France, Le Retour aux Sources. Voilà, Le Retour aux Sources, excellent éditeur, enfin vraiment les livres qui, là, commencent à avoir un catalogue vraiment incroyable de livres de grande qualité, pas seulement les miens, mais aussi Francis Cousin, Massimo Fini, Kunstler, et maintenant, et bien d'autres, Hilar, et maintenant Dimitri Orlov. Je pense que c'est la maison d'édition, en tout cas c'est une des nouvelles maisons d'édition qui monte et qui a des livres vraiment non seulement de qualité, mais de prestige, mais aussi utiles. Donc, Dimitri Orlov, les 5 stades de l'effondrement, c'est son deuxième livre important après Reinventing Collapse, qui était le livre, alors je ne sais pas s'il est disponible en français, mais qui était le livre qui comparait l'effondrement de l'Union soviétique où il a vécu enfant avec l'effondrement à venir des États-Unis, qui montrait pourquoi les États-Unis étaient bien plus fragiles, et donc par extension notre civilisation occidentale est bien plus fragile face à ce qui nous arrive dessus, un effondrement qui est inévitable et qui a déjà commencé, euh, par rapport à une économie, même certes planifiée comme celle de l'Union soviétique, mais où les gens étaient débrouillards et où ils avaient deux, trois habitudes de résilience face à la dictature bolchevo-communiste, hein, qui les a permis finalement de relativement bien s'en sortir. Bon, ils en ont bavé pendant 10 ans, mais ça n'a pas été une catastrophe avec des millions de morts, en tout cas pas de manière directe. Il y a eu des millions de morts par alcoolisme et par d'autres effets indirects de maladies, notamment. Mais enfin, aujourd'hui, la Russie est une grande puissance, tandis que les États-Unis, s'ils s'effondrent, ça risque de devenir le chaos, le désert, le Moyen-Âge après. Et l'Europe occidentale, pareil. Donc, deuxième livre majeur, très intéressant, parce que dans les 5 stades de l'effondrement, il explique quels sont, et il a tout à fait raison, quels sont les 5 stades majeurs d'un effondrement économique, comme celui que j'explique dans mon livre. Donc c'est un livre que je vous conseille parce qu'il est totalement complémentaire dans la compréhension de ce qui arrive et des phases de ce qui arrive, complémentaires à survivre à l'effondrement économique. C'est-à-dire que ici, il ne va pas vous donner des techniques de survie, encore que, mais il va vous donner des clés de lecture pour dire, voilà, à quel moment nous avons un effondrement financier, à quel moment nous avons un effondrement politique, à quel moment nous avons un effondrement commercial, le commerce ne fonctionne plus, à quel moment nous avons un effondrement social, et à quel moment nous avons, et ça c'est le pire stade, c'est le cinquième, un effondrement culturel. Et chacun de ces stades, alors il explique par exemple que dans l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu un effondrement euh, commercial, financier et politique. Mais il n'y a pas eu un effondrement social ni un effondrement culturel. Et c'est tout à fait intéressant de comparer quels sont les stades où on s'arrête, parce qu'à la fin, il faut s'arrêter. Vous voyez, j'ai une lumière du soleil, j'ai l'impression de, dans quelques milliers d'années, les gens vont croire que j'étais un ange avec ces lumières, etc. Alors, je ne sais pas si j'arrive Non, on s'en fout. C'est une vidéo lumineuse ce matin. Bref, alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas vous donner les détails de chacun des stades de l'effondrement, chacune des étapes, euh, mais simplement, dans chaque cas, il fait une étude. Par exemple, dans l'effondrement financier, et ça c'est un très très bon exemple pour une fois positif, il donne l'exemple de l'effondrement financier de l'Islande, où je sais que beaucoup de gens me disent parle-nous de l'Islande, parle-nous de l'Islande. Je ne suis pas un expert, mais c'est tout à fait vrai que lorsque nous avons eu l'effondrement de l'Islande, l'effondrement financier en 2008 dans le monde entier, particulièrement en Islande, où les banques ont fait faillite, où elles ont mis quasiment en faillite l'État, eh bien la population, les citoyens et citoyennes, ont forcé finalement une solution qu'il décrit dans ce livre, une solution finalement de effacement de la dette, unilatéralement. Alors, ce qui a posé des graves problèmes, et même diplomatiques, avec des pays où sont basés les sièges de banques qui étaient propriétaires des banques présentes en Islande et envers lesquelles le peuple et l'État avaient des dettes. Donc, ils ont effacé ces dettes,
et ils ont repris en main l'industrie financière. La finance, c'est pas mal en soi, c'est-à-dire que nous avons besoin de systèmes monétaires et de systèmes financiers qui permettent la fluidification des transactions. Nous sommes dans des économies complexes, nous ne sommes plus à l'époque du chasseur-cueilleur où entre deux tribus on va s'échanger des pots contre de l'ivoire. Enfin, on n'est plus aussi c'est plus aussi simple aujourd'hui. Si vous voulez acheter votre maison, vous voulez l'acheter maintenant, vous voulez emprunter, c'est compliqué. Donc il faut fluidifier le commerce, il faut fluidifier les transactions. Vous voulez acheter de la nourriture, de l'essence, des vêtements. On ne peut pas commencer à faire du troc. Enfin, le troc, c'est possible, mais idéalement, il faut un système financier qui marche bien. Mais ce système financier ne doit pas être malade, il ne doit pas être pourri, il ne doit pas être basé sur uniquement la prédation. Et c'est le cas aujourd'hui. Le système financier, il peut être sain. Et donc là, on imagine, il donne un exemple où, suite à un effondrement financier, les citoyens de la population ont repris le contrôle du système financier de leur pays. Quelque chose que l'on devrait tous faire dans tous nos pays occidentaux. Et j'espère que c'est quelque chose auquel on se prépare lorsque la phase suivante d'effondrement dans laquelle on va inévitablement tomber va arriver. Alors, par exemple, ensuite, donc ça c'était le cas de l'Islande. Ensuite, dans l'effondrement l'effondrement commercial, il donne un très 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 bon exemple et très enrichissant et basé sur peut-être son expérience en étant lui-même russe, celui de la mafia russe. Celui où il montre comment, dans un moment de chaos, finalement, lorsque les gens ont des besoins et que le commerce ne fonctionne plus, comment des gens qui ont à la fois l'intelligence de le faire, mais aussi la force physique, la capacité à la violence, remplacent les systèmes commerciaux qui n'existent plus pour apporter aux gens ce qu'ils ont besoin, en tout cas une partie de ce dont ils ont besoin, et de manière musclée et sans trop de négociations possibles. Et donc, il décrit comment les mafias russes qui ont toujours existé, hein, le crime existe toujours et existera toujours et a toujours existé. Simplement, lorsqu'il y a des opportunités, ce crime prend son envol, prend finalement euh, une grande envergure et commence à mettre en place des systèmes de marché noir, aussi des systèmes de raquettes, des systèmes de proposition finalement d'exploitation des gens. Vous savez, les réseaux de prostitution, dans les crises, c'est pas les filles qui se disent ah ouais c'est chouette, j'adore baiser, j'ai envie de devenir prostituée. C'est aussi beaucoup de filles qui ont besoin de bouffer et qui cherchent voilà, une manière de se rémunérer, le plus vieux métier du monde, l'un des plus vieux métiers du monde en tout cas, mais aussi finalement des pauvres filles qui se font exploiter, qui sont mises de force. Et ça, ce sont les réseaux immondes et illégaux de prostitution que les mafias mettent en place. Donc voilà, il faudra faire gaffe à nos femmes et à nos filles que ça ne leur arrive pas. C'est pour ça qu'on se prépare aussi. Et donc, il explique très très bien comment la mafia russe a pris son essor et a pris de l'importance dans les années 2000, dans les années 90, pardon, et les années 2000, surtout dans les années 90, en Russie. Quant à l'exemple, par exemple, pour l'effondrement politique, je crois qu'il cite l'exemple des Pashtuns, donc en Afghanistan. Je vérifie. Voilà, oui, alors tout à fait. Il montre comment, bah voilà, en Afghanistan et dans les zones nord du Pakistan, finalement, l'État n'a plus sa présence. Il s'est effondré, en tout cas dans le cas de l'Afghanistan, après 30 ans de guerre. Et donc, il montre comment la restructuration politique se fait inévitablement sur des clans, sur des tribus, sur des zones, en tout cas beaucoup plus petites, sur l'espace d'une vallée ou d'un village. Et il donne l'exemple des Pashtuns, un peuple que je respecte énormément. J'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. Beau peuple en plus, des femmes magnifiques, des hommes très beaux en plus. Et, il donne quelques exemples là-dessus. Et enfin, pour terminer, le plus terrible, c'est l'effondrement social. Et là, il cite effectivement cet exemple de l'effondrement culturel, et c'est le peuple des X. Voilà, les IKS, euh, un peuple qui avait été étudié, et ça c'est assez connu par Colin Turnbull, qui était une anthropologue, qui est arrivée dans ces tribus qui ont tellement perdu ce qui fait que l'être humain est l'être humain, c'est-à-dire la capacité de travailler en groupe social, que cet anthropologue, en revenant, avait suggéré de manière presque officielle, en disant je suggère qu'on aille exterminer ce peuple parce que leur souffrance est telle qu'il ne faut pas les laisser vivre.
Je veux dire, vaut mieux les exterminer pour que ces souffrances s'arrêtent. Et lorsque vous lisez cette, le niveau de descente culturelle, ils sont en dessous de ce que c'est le niveau zéro. C'est-à-dire que l'être humain a toujours vécu en groupe, en communauté, où on se respecte entre nous, quitte à considérer les autres comme des ennemis, quitte à considérer les autres comme des non-humains. Ça, c'est normal. En revanche, quand même au sein d'un groupe, il n'y a plus aucun lien, et que le groupe, les liens familiaux n'existent plus, là, vous arrivez à un niveau de sauvagerie, de barbarie qu'il décrit effectivement dans en reprenant les bases de cette étude de Colin Turnbull, qui sont à tel point atroces que je peux comprendre qu'au bout d'un moment, alors ce ne serait pas ma suggestion, puisque moi je pense que les gens ils ont qu'à se démerder eux-mêmes, c'est pas à nous d'aller exterminer un peuple sous prétexte que c'est pour leur bien. Je veux dire, regardez les États-Unis qui sont allés foutre le bordel à travers le monde ces dernières années. Non. Mais c'est intéressant d'imaginer que la souffrance que vivent les enfants et les jeunes et les adultes de ces groupes où il n'y a pas de lien est telle que franchement la mort est mieux pour eux. Et d'un point de vue totalement pragmatique, c'est vrai. Maintenant, je pense pas qu'il faut le faire. C'est leur problème. Ils ont qu'à se démerder et se débrouiller. Mais enfin, c'est assez immonde. Je veux dire, pour donner une idée, les jeunes femmes, lorsqu'elles accouchent, elles utilisent leur bébé comme appât pour attirer les hyènes, pour essayer de tuer la hyène et manger la hyène. Parce qu'il n'y a aucune ressource. Et les seuls rapports que les gens ont entre eux, c'est la prostitution, le viol. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, soit vous vous prostituez pour obtenir quelque chose de lui, soit vous essayez de le violer si vous pouvez. Garçon, femme, je veux dire, il n'y a plus aucune. Je veux dire, c'est le viol des plus jeunes, le viol de tous les enfants. C'est immonde. C'est un truc. Et il explique pourquoi on arrive à descendre à ce niveau-là. Et évidemment, c'est le niveau auquel il faudra, on espère, jamais arriver. Ça, c'est la barbarie totale. Et donc c'est un peuple entre le Soudan et l'Éthiopie qui a été déplacé par des fermiers, par la sédentarisation de peuples à côté, et en gros, évidemment aussi par les guerres qu'il y a eu entre l'Éthiopie, le Sud-Soudan, enfin, dans cette région, euh, dans les années 70, et donc qui ont transformé des tribus qui étaient plus ou moins nomades en un truc sauvage, quoi. Et donc, très très instructif, très très intéressant. Donc en gros, on voit les différentes phases de descente qui sont toutes très désagréables, et ça devrait nous donner une idée pour nous, tout d'abord d'imaginer le pire, pour pouvoir se dire non, là on va pas accepter, on va travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, le lien social, et c'est tout le travail qu'est en train de faire Dimitri Orlov dans les livres qu'il est en train de publier, je suis ravi qu'il va publier un de mes livres en anglais très bientôt, en septembre 2016, eh bien, tout son travail, c'est de travailler sur le lien social. C'est de dire qu'au fond, on n'est pas obligé d'être bisounours et de se donner des bisous et de tous s'embrasser les uns les autres. Non, on va s'effondrer, ça va être violent, ça va être difficile, il y aura les autres et il y aura nous. Mais là où il y a nous, il faut qu'on fasse l'effort que ce je passe par rapport à nous, enfin ce je devienne un nous par rapport aux autres, au minimum. Et que même par rapport aux autres, on puisse mettre en place des systèmes peut-être de respect mutuel, de commerce, de dialogue en tout cas, même avec les mafias, et c'est le cas de Jean. Et je pense qu'il donne aussi un exemple des Roms. Il a tout à fait un respect tout à fait intéressant par rapport aux techniques de survie sociale des Roms. Et je pense qu'il n'y a personne qui aime les Roms dans le monde. Je veux dire, même eux, ils se détestent. Je pense qu'il n'y a personne. Je pense que c'est un des peuples les plus détestés au monde. Mais c'est un peuple qui n'est pas exterminé. C'est un peuple qui réussit à s'en sortir pour des raisons qu'il donne là-dedans. Et c'est un peuple qui a des techniques de survie, justement de solidarité entre eux et de considérer les autres comme, pas des ennemis, mais comme du gibier, de la proie, mais en même temps de ne pas faire des crimes trop forts, pour pas qu'il y ait trop de haine. Du vol, de la déprédation, mais pas, pas du meurtre ou de la conquête. Et c'est un peu logique. En fait, c'est une technique, c'est une approche razzia. On voit dans certains peuples d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, notamment les populations arabes, où il y a ce concept de razzia. Alors évidemment, plus violent que les Roms, mais donc le retour de bâton est plus violent aussi. Mais vraiment très intéressant, je ne sais plus où est mise cette explication. Alors il y avait la mafia russe, l'Islande, mais à un moment il parle beaucoup des Roms, et,
et j'ai trouvé que c'est tout à fait à propos de montrer comment, en fait, et il a une grande estime, et je suis d'accord avec lui, des capacités de survie des Roms. Donc, livre indispensable, 21 euros, pas cher, hein, je trouve, pour un livre de presque 440 pages. Euh, En plus, belle qualité, je vois que le retour aux sources monte en qualité, belle qualité de papier, belle couverture, voilà. Je me souviens de la première version de mon premier livre où la couverture se pelait, il y avait le plastique qui s'en allait, etc. C'est pas grave, hein, c'est l'intérieur, c'est le fond qui compte, c'est le contenu. Mais là, je vois que voilà, bah, avec le succès, le fait d'avoir choisi des bons auteurs, le succès arrive, ça permet d'investir un peu plus, d'avoir des marges peut-être moins grandes, mais vu le volume, voilà. Et donc les revenus d'un bon éditeur sont réinvestis dans des nouveaux livres et des bons auteurs. Donc très intéressant. Donc je vous le conseille. Excellent livre, Les 5 stades de l'effondrement de Dmitri Orlov, à lire, indispensable. Et préparez-vous. À bientôt.